Le 24 juin 1812, la plus grande armée que le monde n'ait jamais connue franchit le fleuve Niémen. Plus de 600 000 hommes venus de tous les coins de l'Europe, Français, Allemands, Polonais, Italiens, Néerlandais, Suisses, Croates, s'ébranlent vers l'Est sous le commandement d'un seul homme, Napoléon Bonaparte, empereur des Français, maître de l'Europe continentale. Cette armée des 20 nations, comme l'appelleront les Russes, représente une force militaire sans précédent dans l'histoire. Elle compte 440 000 soldats au premier échelon, avec 150 000 autres en réserve. Plus de 1300 canons accompagnent cette marée humaine. Les régiments défilent en colonnes interminables, leurs uniformes chamarrés brillant sous le soleil d'été. Les cuirassiers aux plastrons étincelants, les hussards aux dolmans colorés, les grenadiers de la garde coiffés de leurs hauts bonnets à poil, tous marchent avec la certitude de la victoire. Napoléon a minutieusement préparé cette campagne. Des mois durant, il a fait constituer des dépôts de ravitaillement, ordonné la fabrication de charrettes spéciales aux gabarits renforcés pour les routes russes, fait établir des cartes détaillées du territoire ennemi. Il connaît les récits de Charles XII de Suède, dont l'armée fut anéantie un siècle plus tôt dans ces mêmes steppes. Mais l'empereur est convaincu que son génie militaire et la puissance écrasante de ses forces lui permettront de vaincre là où d'autres ont échoué. Le conflit trouve son origine dans l'effondrement de l'alliance franco-russe scellée à Tilsit en 1807. Alexandre Ier, le tsar de toutes les Russies, a rompu le blocus continental que Napoléon imposait à l'Angleterre. Cette violation des traités, ce défi à l'autorité impériale française, appelle une réponse. Et cette réponse sera la guerre. Mais ce que Napoléon ne mesure pas encore, c'est l'immensité du territoire russe. 1000 kilomètres séparent le Niémen de Moscou. 1000 kilomètres de plaines, de forêts, de marécages. Un espace si vaste qu'une armée entière peut s'y perdre, s'y dissoudre comme le sel dans l'océan. Dès les premiers jours de la campagne, les problèmes surgissent. La chaleur écrasante de l'été continental fait des ravages dans les rangs. Les chevaux meurent par milliers, incapables de supporter les longues marches forcées sous un soleil de plomb. L'approvisionnement, malgré tous les préparatifs, ne suit pas le rythme effréné de l'avancée. Les convois de vivres s'embournent sur des routes défoncées, s'égarent dans l'immensité du pays. Les Russes, eux, refusent obstinément la bataille décisive que Napoléon recherche. Sous le commandement de Barclay de Tolly, puis de Koutouzov, ils reculent méthodiquement vers l'intérieur du pays, attirant toujours plus loin la grande armée. Et derrière eux, ils ne laissent rien. Les villages sont incendiés, les récoltes détruites, les puits empoisonnés. C'est la stratégie de la terre brûlée, implacable et dévastatrice. En 2 mois de marche, avant même d'avoir livré une véritable bataille, la grande armée a perdu plus de 150 000 hommes, morts de soif, de faim, de maladie. Déserteurs, fuyant un enfer qu'ils n'avaient pas anticipé, blessés abandonnés sur le bord des routes. Quand Napoléon arrive aux portes de Smolensk à la mi-août, il ne commande plus qu'environ 180 000 hommes aptes au combat. Les premières semaines de la campagne donnent un avant-goût de ce qui attend la grande armée. La Russie n'est pas l'Allemagne, ni l'Italie, ni même l'Espagne. C'est un monde à part, aux dimensions continentales, où les règles habituelles de la guerre ne s'appliquent plus. Napoléon a divisé ses forces en plusieurs colonnes pour couvrir un front immense. Au nord, le maréchal MacDonald, avec 30 000 hommes, doit prendre Riga et menacer Saint-Pétersbourg. Au centre, l'empereur lui-même commande la masse principale, la garde impériale de Mortier, Lefebvre, Bessières, les corps d'armée de Davout, Oudinot, Ney et la formidable réserve de cavalerie de Murat. Au sud, Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, opère avec le contingent autrichien de Schwarzenberg. Les Russes ont 3 armées principales. La première, sous Barclay de Tolly, fait face au gros des forces françaises. La deuxième, commandée par le prince Bagration, opère plus au sud. La troisième, dirigée par Tormasov, surveille la frontière autrichienne. Mais ces forces sont dispersées et Napoléon espère les battre séparément avant qu'elles puissent se regrouper. Dès le passage du Niémen, les choses tournent mal. Des pluies torrentielles transforment les routes en bourbiers. Puis vient une chaleur accablante que l'empereur lui-même juge pire qu'en Égypte. Les chevaux meurent par milliers, victimes du surmenage et du manque de fourrage. Les soldats souffrent de dysenterie, de typhus, de fièvres diverses. Les convois de ravitaillement, englués dans la boue, n'arrivent pas à suivre le rythme. Les convois de vivres s'embourbent sur des routes défoncées, s'égarent dans l'immensité du pays. Les Russes, eux, refusent obstinément la bataille décisive que Napoléon recherche. Sous le commandement de Barclay de Tolly, puis de Koutouzov, ils reculent méthodiquement vers l'intérieur du pays, attirant toujours plus loin la grande armée.
Et derrière eux, ils ne laissent rien. Les villages sont incendiés, les récoltes détruites, les puits empoisonnés. C'est la stratégie de la terre brûlée, implacable et dévastatrice. En 2 mois de marche, avant même d'avoir livré une véritable bataille, la Grande Armée a perdu plus de 150 000 hommes. Morts de soif, de faim, de maladie. Déserteurs fuyant un enfer qu'ils n'avaient pas anticipé, blessés abandonnés sur le bord des routes. Quand Napoléon arrive aux portes de Smolensk à la mi-août, il ne commande plus qu'environ 180 000 hommes aptes au combat. Les premières semaines de la campagne donnent un avant-goût de ce qui attend la Grande Armée. La Russie n'est pas l'Allemagne, ni l'Italie, ni même l'Espagne. C'est un monde à part, aux dimensions continentales, où les règles habituelles de la guerre ne s'appliquent plus. Napoléon a divisé ses forces en plusieurs colonnes pour couvrir un front immense. Au nord, le maréchal MacDonald, avec 30 000 hommes, doit prendre Riga et menacer Saint-Pétersbourg. Au centre, l'empereur lui-même commande la masse principale. La garde impériale de Mortier, Lefebvre et Bessières, les corps d'armée de Davout, Oudinot, Ney et la formidable réserve de cavalerie de Murat. Au sud, Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, opère avec le contingent autrichien de Schwarzenberg. Les Russes ont 3 armées principales. La première, sous Barclay de Tolly, fait face au gros des forces françaises. La deuxième, commandée par le prince Bagration, opère plus au sud. La troisième, dirigée par Tormasov, surveille la frontière autrichienne. Mais ces forces sont dispersées et Napoléon espère les battre séparément avant qu'elles puissent se regrouper. Dès le passage du Niémen, les choses tournent mal. Des pluies torrentielles transforment les routes en bourbiers. Puis vient une chaleur accablante que l'empereur lui-même juge pire qu'en Égypte. Les chevaux meurent par milliers, victimes du surmenage et du manque de fourrage. Les soldats souffrent de dysenterie, de typhus, de fièvres diverses. Les convois de ravitaillement, englués dans la boue, n'arrivent pas à suivre. Napoléon entre à Vilna le 28 juin, mais les Russes sont déjà décrochés. Il pousse vers Vitebsk, espérant y coincer Barclay, mais là encore l'ennemi se dérobe. À chaque fois, les Français arrivent pour trouver des villes vides, des magasins incendiés, des ponts détruits. Les Russes refusent obstinément le combat décisif que l'empereur recherche. En juillet, la situation est déjà critique. Les désertions se multiplient, surtout parmi les contingents alliés, allemands, italiens, espagnols, qui n'ont aucune raison de mourir pour la gloire de Napoléon. Les soldats affamés pillent les villages pour survivre, s'attirant la haine de la population locale. L'armée qui devait libérer les Polonais de la tyrannie russe se comporte en armée d'occupation. Le 16 août, les Français arrivent devant Smolensk. Enfin, les Russes acceptent de défendre la ville. 2 jours de combats acharnés s'ensuivent, au cours desquels la cité est ravagée par les bombardements et les incendies. Les Français s'emparent des ruines fumantes, mais les Russes sont encore échappés, emportant leurs forces intactes vers l'est. Napoléon hésite. Certains de ses maréchaux, Murat en tête, le pressent de poursuivre immédiatement pour enfin cette bataille décisive. D'autres conseillent de s'arrêter là, de prendre ses quartiers d'hiver à Smolensk et de reprendre l'offensive au printemps. L'empereur tergiverse, puis tranche, on continuera vers Moscou. C'est probablement la décision fatale. En poursuivant, Napoléon s'enfonce toujours plus profondément dans l'immensité russe, étirant dangereusement ses lignes de communication. Mais l'orgueil parle plus fort que la prudence. Comment l'homme qui a vaincu toute l'Europe pourrait-il s'arrêter à mi-chemin? Le 7 septembre 1812, les Russes acceptent enfin le combat. À une centaine de kilomètres de Moscou, près du village de Borodino, Kutuzov a fait fortifier des positions défensives. La Grande Redoute, les flèches de Bagration, des ouvrages de terre et de bois qui barrent la route de l'ancienne capitale russe. Ce jour-là s'engage ce que Napoléon appellera plus tard la bataille la plus affreuse qu'il ait jamais livrée. Dès 6 heures du matin, une centaine de canons français ouvrent le feu sur les positions russes. Le grondement de l'artillerie est tel que les témoins le comparent à un roulement de tonnerre ininterrompu. À certains moments, on compte 3 coups de canon par seconde, 430 coups de fusil par minute. Le prince Eugène de Beauharnais, beau-fils de l'empereur, lance l'assaut sur le village de Borodino. Au sud, le maréchal Davout se rue sur les flèches de Bagration avec ses divisions. Son cheval est fauché par un boulet, le maréchal lui-même perd connaissance quelques instants avant de reprendre sa place à la tête de ses hommes. Les fortifications sont prises, perdues, reprises encore. Les corps s'amoncellent autour des redoutes disputées avec acharnement. Le prince Bagration, l'un des plus brillants généraux russes, vétéran des guerres contre Napoléon, est touché à la cuisse. Il mourra de ses blessures quelques jours plus tard.
Vers midi, une épaisse fumée obscurcit le champ de bataille. Les maréchaux Murat et Ney supplient Napoléon d'engager la garde impériale pour porter le coup fatal. L'empereur hésite, tergiverse, il garde ses 20 000 soldats d'élite en réserve. Cette prudence inhabituelle lui sera reprochée. Peut-être souffrait-il d'une fièvre ce jour-là, peut-être était-il épuisé par des mois de campagne. Toujours est-il qu'il laisse échapper l'occasion d'anéantir complètement l'armée russe. Quand la nuit tombe enfin sur ce charnier à ciel ouvert, les Français sont maîtres du terrain. Mais à quel prix? Plus de 30 000 hommes gisent sur le sol, morts ou blessés. Du côté russe, les pertes sont plus lourdes encore, 45 000 hommes. 47 généraux français ont été touchés, dont plusieurs mortellement. Des deux côtés, les officiers d'état-major ont été décimés. C'est pourquoi on surnommera parfois Borodino la bataille des généraux. Napoléon parcourt le champ de bataille le lendemain. Des milliers de blessés agonisent encore, Français et Russes mêlés dans la mort. Il ordonne qu'on les soigne tous, sans distinction de nationalité. Cette humanité contraste avec l'horreur du spectacle. Des cadavres de chevaux par milliers, des membres arrachés, du sang imbibant la terre sur des kilomètres. Il écrira plus tard « Des 50 batailles que j'ai données, la plus affreuse est celle livrée par moi devant Moscou. Les Français s'étaient montrés dignes d'être vainqueurs, les Russes avaient conquis le droit d'être considérés comme invincibles. » Une semaine après la boucherie de Borodino, le 14 septembre 1812, la Grande Armée fait son entrée dans Moscou. Napoléon, depuis les hauteurs du mont du Salut, contemple la ville aux 1000 coupoles dorées. C'est l'ancienne capitale spirituelle de la Russie, le cœur battant de l'empire du Tsar. Sa chute, pense-t-il, contraindra Alexandre à négocier la paix. Mais Moscou est une cité fantôme. Ses 270 000 habitants ont fui, emportant tout ce qu'ils pouvaient. Les rues sont désertes, les maisons vides. Pas une délégation pour remettre les clés de la ville, pas un noble pour implorer la clémence du vainqueur. Ce silence est plus inquiétant que n'importe quelle résistance. La première nuit, des incendies éclatent dans plusieurs quartiers. Des incendiaires russes restés cachés dans la ville ont mis le feu. Les pompes ont été sabotées, les pompiers évacués avec le reste de la population. Attisés par un vent violent, les flammes se propagent de maison en maison, de quartier en quartier. Pendant 3 jours, Moscou brûle. Les 3/4 de la ville sont réduits en cendres. Le Kremlin lui-même, où Napoléon a établi son quartier général, est menacé. L'empereur doit fuir temporairement, manquant de périr dans les flammes. Quand l'incendie s'éteint enfin, faute de combustible, Moscou n'est plus qu'un immense champ de ruines fumantes. Pour la Grande Armée, c'est un désastre. Les soldats comptaient sur les ressources de la ville pour se ravitailler, se reposer, se soigner. Tout a été dévoré par les flammes. Les provisions qui restent sont pillées dans l'anarchie la plus totale. La discipline s'effondre. Les hommes errent dans les décombres, ivres de l'alcool trouvé dans les caves épargnées, chargés de butin dérisoire. Napoléon attend. Il attend une proposition de paix d'Alexandre, qui ne vient pas. Il envoie des émissaires, des propositions de négociation. Le tsar ne répond même pas. Les jours passent, deviennent des semaines. L'automne s'installe. Les premières gelées blanchissent les ruines de Moscou. Pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, la vraie capitale de l'Empire, Alexandre Ier reste inflexible. Influencé par sa mère et son entourage, qui le poussent à la résistance, il refuse tout compromis avec l'envahisseur. Les armées russes se reforment, se renforcent. Koutouzov a replié ses troupes au sud de Moscou, dans un camp retranché d'où il surveille les Français et attend son heure. 5 semaines passent. Napoléon hésite, incapable de prendre une décision. Resté à Moscou pour l'hiver, ses troupes sont trop affaiblies, les ressources trop rares. Poursuivre Alexandre jusqu'à Saint-Pétersbourg, la distance est trop grande, la saison trop avancée. Battre en retraite, l'orgueil de l'empereur se cabre devant cette perspective humiliante. Le 18 octobre, la décision est prise. La Grande Armée quittera Moscou et prendra ses quartiers d'hiver à Smolensk. Napoléon ordonne au maréchal Mortier, laissé comme gouverneur de la ville, de faire sauter le Kremlin avant de partir. Un dernier geste de rage impuissante contre un ennemi qui lui échappe. Le 19 octobre 1812, les débris de la Grande Armée s'ébranlent hors de Moscou. Le spectacle qu'offre cette colonne n'a plus rien de glorieux. Ce ne sont plus des régiments ordonnés qui défilent, mais une cohue bigarrée de soldats épuisés, de blessés claudiquants, de malades fiévreux.
Des milliers de chariots surchargés de butin encombrent les routes, fourrures, objets d'art, argenterie pillés dans les palais moscovites. Napoléon attend. Il attend une proposition de paix d'Alexandre qui ne vient pas. Il envoie des émissaires, des propositions de négociation. Le tsar ne répond même pas. Les jours passent, deviennent des semaines. L'automne s'installe. Les premières gelées blanchissent les ruines de Moscou. Pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, la vraie capitale de l'Empire, Alexandre Ier reste inflexible. Influencé par sa mère et son entourage, qui le poussent à la résistance, il refuse tout compromis avec l'envahisseur. Les armées russes se reforment, se renforcent. Koutouzov a replié ses troupes au sud de Moscou, dans un camp retranché d'où il surveille les Français et attend son heure. 5 semaines passent. Napoléon hésite, incapable de prendre une décision. Resté à Moscou pour l'hiver, ses troupes sont trop affaiblies, les ressources trop rares. Pour suivre Alexandre jusqu'à Saint-Pétersbourg, la distance est trop grande, la saison trop avancée. Battre en retraite, l'orgueil de l'empereur se cabre devant cette perspective humiliante. Le 18 octobre, la décision est prise. La grande armée quittera Moscou et prendra ses quartiers d'hiver à Smolensk. Napoléon ordonne au maréchal Mortier, laissé comme gouverneur de la ville, de faire sauter le Kremlin avant de partir. Un dernier geste de rage impuissante contre un ennemi qui lui échappe. Le 19 octobre 1812, les débris de la grande armée s'ébranlent hors de Moscou. Le spectacle qu'offre cette colonne n'a plus rien de glorieux. Ce ne sont plus des régiments ordonnés qui défilent, mais une cohue bigarrée de soldats épuisés, de blessés claudiquants, de malades fiévreux. Des milliers de chariots surchargés de butin encombrent les routes, fourrures, objets d'art, argenterie pillés dans les palais moscovites. Napoléon dispose encore d'environ 100 000 soldats aptes au combat, auxquels s'ajoutent 40 000 traînards de toutes sortes. Cette masse se dirige d'abord vers le sud, espérant trouver des régions épargnées par la destruction. Mais à Maloyara-Solavets, le 24 octobre, Koutouzov barre la route. Une bataille acharnée s'engage pour le contrôle de cette petite ville, prise et reprise 18 fois en une seule journée. Napoléon lui-même manque d'être capturé par un raid de Cosaques qui surprend son escorte. Des cavaliers ennemis arrivent à quelques dizaines de mètres de l'empereur avant d'être repoussés. Cet incident alarmant le convainc de renoncer à la route du sud. La grande armée devra repasser par le même chemin qu'à l'aller, à travers des régions déjà dévastées où il ne reste plus rien à manger. C'est le début du calvaire. La route de Smolensk traverse des paysages de désolation. Les villages sont en ruine, les champs ravagés. Les cadavres des combats de l'été pourrissent encore le long des chemins. Et puis, le 6 novembre, la neige commence à tomber. D'abord, ce ne sont que quelques flocons. Puis les chutes deviennent plus denses, plus continues. Le thermomètre dégringole. En quelques jours, le froid atteint des niveaux que la plupart des soldats n'ont jamais connus. -10, -15, -20 degrés. Les uniformes d'été, les capotes légères, les chaussures percées ne protègent plus de rien. Les hommes commencent à mourir de froid par centaines, puis par milliers. Ils s'endorment le soir autour de maigres feux de bivouac et ne se réveillent pas le matin. On les retrouve gelés, rigides comme des statues, les yeux grands ouverts sur le néant. D'autres s'écroulent en marchant, incapables de faire un pas de plus. Ils restent là, assis au bord de la route, regardant passer leurs camarades d'un œil vide, attendant une mort qui ne tarde pas. Les chevaux périssent plus vite encore que les hommes. Sans fers à crampons, ils glissent sur les routes verglacées et se brisent les membres. La cavalerie, orgueil de la grande armée, disparaît jour après jour. L'artillerie doit abandonner ses pièces, faute d'attelage pour les traîner. Les canons qui avaient tonné à Borodino sont abandonnés dans les fossés, recouverts par la neige qui efface toute trace de l'armée française. La faim s'ajoute au froid. Il n'y a plus de vivres, plus de convois d'approvisionnement. Les hommes mangent leurs chevaux morts, une aubaine tant qu'il en reste. Puis ils se rabattent sur les corbeaux, les rats, l'écorce des arbres. Des témoins rapportent des scènes terribles. Des soldats se battant comme des bêtes pour une poigne de grains trouvée dans la neige. D'autres dévorant des morceaux de cuir bouilli. Et parfois, dans les cas les plus extrêmes, des actes de cannibalisme. Le capitaine Eugène Labaume, qui participait à cette retraite, écrira plus tard:
Réduit, comme tous mes compagnons d'armes, à lutter contre les derniers besoins, transi de froid, tourmenté par la faim, tous mes sentiments semblaient s'être concentrés dans le désir de vivre pour conserver la mémoire de ce que je voyais. Tandis que le froid et la faim déciment les rangs français, les Russes achèvent le travail. Des nuées de Cosaques, ces cavaliers des steppes endurcis par des siècles de guerre, harcèlent sans relâche les colonnes en retraite. Ils surgissent de nulle part, fondent sur les traînards, massacrent les isolés, pillent les bagages, puis disparaissent avant qu'on puisse organiser une riposte. Ces guerriers ne ressemblent en rien aux cavaliers européens que les Français ont l'habitude d'affronter. Montés sur leurs petits chevaux résistants, vêtus de peaux de mouton qui les protègent du froid, armés de lances et de sabres courbes, ils sont parfaitement adaptés à ce type de guerre. Ils connaissent le terrain, supportent les rigueurs du climat et n'ont aucune pitié pour l'envahisseur. Chaque jour, des centaines de Français tombent sous leurs coups. Les blessés abandonnés sur la route sont achevés sans merci. Les prisonniers sont dépouillés de leurs vêtements, seul bien de valeur qu'il leur reste, et laissés nus dans la neige pour y mourir. Certains sont massacrés sur place, d'autres emmenés vers une captivité dont peu reviendront. L'armée de Koutouzov, elle, suit à distance. Le vieux général russe a compris qu'il n'a pas besoin de risquer une bataille rangée. Le froid fait le travail à sa place. Chaque jour qui passe, l'armée française fond comme neige au soleil. La comparaison n'est que trop appropriée. Il lui suffit d'attendre et de cueillir les fruits pourris qui tombent de l'arbre. Parfois, cependant, les Russes tentent de couper la retraite. À Vyazma, le 3 novembre, les combats d'arrière-garde font rage. Le maréchal Davout, qui commande l'arrière de la colonne, doit se battre pied à pied pour permettre au reste de l'armée de poursuivre sa route. À Krasnoï, du 15 au 18 novembre, c'est pire encore. L'armée russe menace d'encercler complètement les Français. C'est là que le maréchal Ney accomplit l'un des exploits les plus extraordinaires de cette campagne désastreuse. Coupé du reste de l'armée avec son corps d'armée réduit à quelques milliers d'hommes, il refuse de se rendre. Pendant 3 jours, il combat sans relâche, repousse les attaques russes, se fraye un chemin à travers les lignes ennemies. Quand il rejoint enfin le gros de l'armée, ses hommes sont en haillons, épuisés, mais vivants. Napoléon l'accueille avec ces mots. « J'ai 400 millions dans les caves des Tuileries, je les aurais donnés pour racheter le maréchal Ney. » Ce surnom de « brave des braves » que l'empereur lui a donné prend tout son sens dans ces journées terribles. Ney commande toujours l'arrière-garde, toujours au plus près du danger. Il se bat comme un simple soldat, fusil à la main quand il le faut, donnant l'exemple à ses hommes. Sa présence galvanise les troupes, maintient un semblant de cohésion dans une armée qui se désintègre. Car la grande armée n'existe plus vraiment. Ce qu'il reste, ce sont des bandes d'hommes affamés, déguenillés, qui marchent par petits groupes sans autre but que de survivre. La discipline militaire s'est effondrée, les grades ne signifient plus rien. Un général grelotte de froid à côté d'un simple soldat, aussi démuni que lui. Les cadres hiérarchiques, les conventions sociales, jusqu'aux repères moraux, tout a sauté sous la pression de cette épreuve qui dépasse l'entendement. Le sergent Bourgogne, qui survivra à cette retraite, racontera comment les hommes en arrivaient à se battre entre eux pour une place près d'un feu, pour un morceau de viande, pour un peu de paille où dormir. L'instinct de survie avait balayé tout le reste. Il n'y avait plus de camaraderie, plus de fraternité d'armes. Seulement la lutte féroce et solitaire de chacun contre la mort. Le 19 novembre, les restes de la grande armée atteignent la ville d'Orcha sur le Dniepr. Napoléon y retrouve quelques renforts, des troupes fraîches qui gardaient les arrières. Mais ces maigres secours ne changent rien à la situation catastrophique. L'empereur ne commande plus qu'environ 49 000 combattants, auxquels s'ajoutent 40 000 traînards, civils, blessés, femmes suivant l'armée, serviteurs de toutes sortes. Et devant eux se dresse un obstacle qui risque de devenir fatal, la Bérésina. Cette rivière, affluent du Dniepr, large d'une centaine de mètres en temps normal, a débordé avec le dégel partiel de ces derniers jours. Elle est bordée de marécages qui s'étendent sur plusieurs kilomètres de chaque côté. Surtout, les ponts qui permettaient de la traverser ont été détruits. Car les Russes ont tendu un piège mortel. 3 armées convergent pour anéantir les débris de la grande armée. Au sud, l'amiral Tchitchagov, avec 35 000 hommes, a pris la ville de Borisov et contrôle le principal pont sur la Bérésina qu'il a fait détruire. Au nord, Wittgenstein et ses 30 000 soldats talonnent les Français. À l'est, Koutouzov lui-même, avec le gros de l'armée russe, n'est qu'à quelques jours de marche.
La souricière est en place. Les Russes n'ont qu'à refermer la mâchoire pour capturer Napoléon et anéantir ce qui reste de son armée. C'est la fin, pense-t-il. L'ogre corse va enfin être pris. Le 22 novembre, l'avant-garde française commandée par le maréchal Oudinot se heurte aux forces de Tchitchagov près de Borisov. Un combat violent s'engage. Les Français parviennent à repousser les Russes sur la rive droite de la Bérésina, mais ne peuvent pas empêcher la destruction du pont. La Grande Armée est bloquée sur la rive gauche, sans moyen de franchir le cours d'eau. Napoléon arrive à Borisov le 25 novembre. La situation semble désespérée. La rivière n'est pas complètement gelée. Paradoxalement, un redout a fait fondre la glace qui aurait permis de la traverser à pied. Elle charrie d'énormes blocs de glace qui rendent tout passage en bateau impossible. Et de l'autre côté, l'armée de Tchitchagov attend. Mais l'empereur n'a pas dit son dernier mot. Il va déployer une dernière fois son génie tactique, cette capacité à renverser les situations les plus compromises qui a fait sa légende. Le général Corbineau, commandant une brigade de cavalerie, a découvert quelques jours plus tôt un guet possible à Studienka, un hameau situé à 15 km au nord de Borisov. À cet endroit, la Bérésina n'est large que d'une vingtaine de mètres et profonde d'environ 2 mètres. Les berges sont moins marécageuses qu'ailleurs. C'est le point faible de la ligne de défense russe. Napoléon décide immédiatement d'exploiter cette information. Mais pour que le passage réussisse, il faut d'abord tromper les Russes sur ses intentions. L'empereur ordonne une manœuvre de diversion vers le sud, à une douzaine de kilomètres en aval de Borisov. Des détachements français y simulent des préparatifs de franchissement. On rassemble des bateaux, on fait du bruit, on allume des feux bien visibles. La feinte fonctionne au-delà de toute espérance. Tchitchagov, persuadé que Napoléon va tenter de passer au sud, y déplace le gros de ses forces. Il ne laisse qu'une faible arrière-garde face à Studienka, environ 3000 hommes, sous le commandement du général Chaplitz. Pendant ce temps, dans le plus grand secret, les préparatifs du véritable passage s'organisent. Le général Jean-Baptiste Eblé, commandant des équipages de ponts de la Grande Armée, reçoit l'ordre de construire 2 ponts à Studienka. Eblé est un vétéran, un homme de 55 ans qui a fait toutes les campagnes de la Révolution et de l'Empire. Quelques semaines plus tôt, à Orsha, Napoléon lui avait ordonné de détruire son matériel de pontage, pour alléger la colonne en retraite. Eblé avait désobéi. Il avait conservé ses forges, ses outils, ses clous, ses crampons. Cette désobéissance va sauver l'armée française. Le 25 novembre, dans l'après-midi, les 400 pontonniers d'Eblé arrivent à Studienka et se mettent au travail. Ils n'ont pas de bateau, pas de pontons préfabriqués. Ils doivent construire les ponts de toutes pièces, avec le bois qu'ils trouvent sur place. Ce qui se passe à Studienka dans les jours qui suivent restera comme l'un des actes d'héroïsme les plus extraordinaires de l'histoire militaire. Les pontonniers d'Eblé accomplissent l'impossible. Les maisons du village sont démolies pour récupérer le bois. L'enclos paroissial de l'église, les granges, les clôtures, tout y passe. Les forges sont allumées pour fabriquer les ferrures nécessaires. Et puis, il faut entrer dans l'eau. La Bérésina, en ce mois de novembre, charrie d'énormes blocs de glace. La température de l'eau avoisine 0 degré. Les pontonniers doivent y travailler immergés jusqu'à la poitrine, parfois jusqu'au cou, pour enfoncer les pilotis dans le lit de la rivière. Ils restent dans cette eau glacée pendant des heures, travaillant dans l'obscurité, dans le froid qui mord la chair jusqu'à l'os. Le général Eblé donne l'exemple. Malgré son âge, il se jette lui-même à l'eau pour montrer à ses hommes le chemin. Son acte galvanise les pontonniers. Ces 400 soldats du génie, pour la plupart d'origine néerlandaise, vont accomplir des prodiges de courage et d'endurance. Certains meurent dans l'eau, emportés par le froid ou assommés par les blocs de glace. D'autres sont retirés à demi inconscients, les membres déjà gangrénés par le gel. Mais les survivants continuent, s'acharnent, construisent poutre après poutre, chevalet après chevalet. Pendant la nuit du 25 au 26, il neige sans discontinuer. L'obscurité est totale. Les hommes travaillent à la lueur de torches vacillantes, avec pour seul encouragement les ordres criés par leurs officiers et la présence d'Eblé parmi eux. Au matin du 26 novembre, vers 1h de l'après-midi, le premier pont est achevé. Long d'environ 100 mètres, large de 5, il est destiné à l'infanterie et à la cavalerie. Les premiers détachements français commencent immédiatement à traverser. Face à eux, sur la rive droite, l'arrière-garde russe de Chaplitz observe, impuissante. Les 3000 hommes dont elle dispose ne peuvent pas empêcher le passage. Quand ils réalisent ce qui se passe, ils envoient des messagers à Tchitchagov qui comprend trop tard qu'il a été berné. Il fait demi-tour avec ses forces principales. En fin d'après-midi, le second pont est terminé. Plus solide, renforcé par des madriers épais, il est conçu pour supporter le poids de l'artillerie et des voitures. Les canons commencent à passer. L'armée française s'échappe du piège.
Mais les ponts, construits dans l'urgence avec des matériaux de fortune, ne résistent pas longtemps aux sollicitations. Le pont de l'Artillerie se rompt une première fois le 27 novembre, entraînant dans les eaux glacées un grand nombre de soldats et de chevaux. Les pontonniers retournent dans l'eau pour le réparer. Ils cassent encore, ils le réparent encore. 3 fois en 2 jours, les ponts s'effondrent et sont reconstruits. À chaque réparation, les pontonniers passent des heures dans la Bérésina. Leur nombre diminue. La fatigue, le froid, l'épuisement font des ravages. Ceux qui sortent de l'eau n'ont souvent plus la force de se réchauffer. Ils s'effondrent près des feux de bivouac et meurent dans leur sommeil. Le 28 novembre, les Russes passent enfin à l'attaque. Tchitchagov, revenu de sa méprise, lance ses forces contre les têtes de pont françaises sur la rive droite. Au même moment, Wittgenstein attaque les arrière-gardes françaises qui protègent encore les ponts sur la rive gauche. C'est une bataille désespérée qui s'engage sur les 2 rives de la Bérésina. Sur la rive droite, les maréchaux Oudinot et Ney, à la tête d'environ 18 000 hommes dont 9 000 Polonais, repoussent les assauts de Tchitchagov. Les combats sont d'une violence extrême. Les Polonais, qui se battent sur un territoire qu'ils considèrent comme le leur, font preuve d'une bravoure exceptionnelle. La cavalerie du général Dumerc charge à plusieurs reprises les lignes russes, les bouscule, leur inflige de lourdes pertes. Tchitchagov est contraint de reculer à plusieurs kilomètres du site de passage. La route vers l'ouest est ouverte pour ceux qui ont déjà traversé. Mais sur la rive gauche, la situation est critique. Le maréchal Victor, avec seulement 10 000 hommes, doit tenir les hauteurs de Studienka contre les 30 000 soldats de Wittsteinen. Toute la journée du 28, les combats font rage. Les Français sont acculés, mais ils tiennent. Ils savent que s'ils cèdent, c'est la fin pour tous ceux qui n'ont pas encore traversé. Les scènes sur les ponts et aux abords sont apocalyptiques. Des milliers de personnes se pressent pour passer dans une cohue indescriptible. Soldats, femmes, enfants, civils de toutes sortes, tous tentent de se frayer un chemin vers l'autre rive. On se bouscule, on se piétine, on se bat. Les plus faibles sont renversés et écrasés sous les pieds de la foule. Les boulets russes tombent sur cette masse compacte, faisant des ravages terribles. Chaque obus qui explose tue des dizaines de personnes. Les corps s'amoncellent sur les ponts et à leurs abords. Certains, bousculés par la foule, tombent dans la rivière et se noient, emportés par le courant glacé. Le pont de l'Artillerie s'effondre une nouvelle fois sous le poids des chariots. Des voitures chargées de blessés basculent dans la Bérésina, entraînant hommes et chevaux dans les eaux noires. Les cris des mourants se mêlent au grondement des canons, aux hurlements de la foule paniquée. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 1812, le général Eblé parcourt désespérément les bivouacs de la rive gauche de la Bérésina. Il supplie les retardataires de traverser les ponts avant l'aube, moment où ils seront détruits pour bloquer la poursuite russe. Mais ces avertissements restent vains. Des milliers de personnes épuisées après des semaines de retraite refusent de bouger. Certains préfèrent attendre le jour, d'autres acceptent l'idée de la captivité, pensant naïvement que les Russes les traiteront correctement. Le matin du 29, Eblé reçoit l'ordre de Napoléon. Il hésite, repousse l'échéance autant qu'il peut en voyant les centaines de personnes qui tentent encore de passer. Finalement, à 8h30, il ordonne d'allumer les feux. Les ponts s'embrasent. Ce qui suit est apocalyptique. Des retardataires se précipitent à travers les flammes et s'effondrent carbonisés. D'autres se jettent dans les eaux glacées et meurent en quelques minutes. Environ 10 000 personnes restent piégées sur la rive gauche. Les Cosaques arrivent peu après, dépouillent les survivants et les rassemblent pour une captivité dont beaucoup ne reviendront pas. Le passage de la Bérésina constitue une victoire tactique pour Napoléon. Il a réussi à tromper les Russes et à faire traverser son armée malgré 3 armées ennemies convergentes. L'amiral Tchitchagov sera d'ailleurs limogé par le tsar pour son échec. Mais cette victoire a un prix terrible. Entre 25 000 et 40 000 personnes ont péri durant ces journées. Noyés, gelés, tués par les boulets, massacrés par les Cosaques ou piétinés dans la cohue. Sur les 400 pontonniers qui ont construit les ponts en travaillant dans l'eau glacée, seuls 8 survivront à la campagne. Le général Eblé lui-même mourra d'épuisement quelques semaines plus tard à Königsberg. Ces hommes ont donné leur vie pour sauver une armée. Après la Bérésina, le cauchemar continue. Les températures chutent à moins 30 degrés. Les soldats meurent par milliers chaque jour. Les témoignages décrivent des scènes d'horreur indicibles. Des hommes devenus fous, d'autres calcinés dans des maisons incendiées où ils cherchaient à se réchauffer. Le 5 décembre, Napoléon quitte l'armée à Schmorgony pour rentrer à Parvis-en-Traîneau, portant une fiole de poison autour du cou au cas où il serait capturé.
Il laisse le commandement à Murat, mais sans l'empereur, ce qui reste de cohésion se désintègre. Le 14 décembre, les débris de la Grande Armée atteignent le Niémen. Sur les 600 000 hommes partis en juin, entre 25 000 et 50 000 seulement reviennent, dont à peine 10 000 en état de combat. Voici le paradoxe. Bien que la bataille fût une victoire tactique, le mot Bérésina est devenu en français synonyme de catastrophe totale. L'historien Jean Tullard a tenté de réhabiliter cette bataille, rappelant l'héroïsme du général Éblé. Mais ce qui reste dans la mémoire collective, ce ne sont pas les manœuvres brillantes de Napoléon. Ce sont les récits terrifiants des survivants. Les Français de l'époque ont découvert avec stupeur l'ampleur du désastre. Les hôpitaux étaient remplis d'hommes, aux membres gelés, rongés par la vermine, beaucoup atteints de troubles psychiques. La Bérésina est devenue le symbole de toute cette aventure insensée qui a coûté la vie à des centaines de milliers d'hommes. La campagne de Russie marque un tournant décisif. Le prestige militaire de Napoléon est gravement entamé. Ses alliés commencent à se retourner contre lui. Dès décembre 1812, les Prussiens signent un accord avec les Russes. L'Autriche et les États allemands suivent. Napoléon lève une nouvelle armée, les jeunes conscrits, les Marie-Louise. Mais l'époque des grandes victoires est révolue. En octobre 1813, ils subissent une défaite majeure à Leipzig. En janvier 14, les coalisés envahissent la France. Le 6 avril, Napoléon abdique. L'Empire s'est effondré en moins de 2 ans après la Bérésina. 2 siècles plus tard, la Bérésina continue de résonner. Pour les Russes, 1812 est la grande guerre patriotique, preuve que leur pays ne peut être conquis. Pour les Français, c'est une blessure symbolisant les limites de l'ambition et le prix de l'orgueil. Balzac a mis en scène ce traumatisme dans sa nouvelle Adieu, où une femme devient folle après avoir été séparée de l'homme qu'elle aimait lors du passage de la rivière. Tolstoï, dans Guerre et paix, compare l'armée française à une bête féroce qui finit par succomber à ses blessures. Le chant de la Bérésina, composé par des soldats suisses, est encore chanté aujourd'hui. La Bérésina enseigne que l'orgueil précède la chute. Napoléon, au sommet de sa puissance, était convaincu que rien ne pouvait lui résister. En 6 mois, tout s'est effondré face à l'immensité russe et la rigueur de son hiver. Elle rappelle aussi le coût humain des guerres. 400 000 morts, 100 000 prisonniers, des familles brisées, des générations sacrifiées pour l'ambition d'un seul homme. Mais la Bérésina parle également de courage. Ces pontonniers qui se sont jetés dans l'eau glacée sachant qu'ils allaient mourir. Ces soldats qui se sont battus pour permettre aux autres de s'échapper. Dans l'horreur absolue, quelque chose de l'humanité a brillé. Enfin, cette histoire montre que rien n'est écrit d'avance. Grâce à un général qui avait désobéi aux ordres et au courage de 400 hommes ordinaires, Napoléon a échappé au piège. La Bérésina révèle ce que les hommes ont de pire et de meilleur. C'est pourquoi elle continue de nous fasciner bien longtemps après que les derniers témoins aient disparu.